Au moins 3400 milliards de dollars de marchandises transitent chaque année par la mer de Chine méridionale, ce qui représente un tiers du commerce maritime mondial. Dans différentes parties de la mer, il y a la promesse de pétrole brut et de gaz naturel sous le fond marin, tandis que d'autres zones abritent des zones de pêche riches. Mais la mer est également remplie de dangers distincts et de points d'étranglement tels que des détroits, des récifs, des contrebandiers, des séparatistes, et ainsi de suite. Par-dessus tout, il y a les frontières politiques des États côtiers voisins. Pas moins de 7 pays ont des revendications maritimes en mer de Chine méridionale, chacune se chevauchant avec les autres. Mais un État en particulier fait la revendication la plus audacieuse. La République populaire de Chine ne se contente pas de contester les eaux de chacun de ses voisins. Elle cherche ainsi à imposer son hégémonie sur les nations bordant la mer de Chine méridionale. Je suis votre hôte, Caspian Report, et bienvenue sur Caspian Report. Un grand merci à Central Barber Chocolate pour avoir sponsorisé cet épisode. En tant que connaisseur de chocolat, il propose d'améliorer des marques haut de gamme sur le marché en ligne à des prix de gros. C'est simple et abordable. Parmi leurs meilleures ventes, on retrouve le chocolat onctueux, du chocolat pur cacao sans sucre ajouté, ou le chocolat noir préservé au coco flavanil, et bien d'autres encore. Visitez leur site et faites-vous plaisir. Utilisez le code promo CASPIANREPORT pour obtenir 15% de réduction sur tout article, toute catégorie. Les liens sont dans la description et les commentaires. Contrairement à d'autres endroits sur Terre, la mer est le principal système de communication et de transport en Asie du Sud-Est. Le plus souvent, l'arrière-pays régional échappe au contrôle des autorités. La mer, par conséquent, offre le moyen le plus efficace de se déplacer et d'accomplir des tâches. Ainsi, sécuriser les droits commerciaux, d'accostage, de patrouille et militaires à travers les voies navigables peut faire toute la différence pour atteindre la prospérité et la stabilité. Les revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale sont basées sur une carte ambiguë des années 1940, connue sous le nom de ligne des 9 traits. La ligne de démarcation en forme de U couvre environ 90% de la mer de Chine méridionale et s'étend jusqu'à 2000 km du continent chinois. Sans surprise, les nations côtières voisines ne sont pas d'accord avec cette revendication. Le différend était principalement théorique jusqu'en 2013, lorsque la Chine a lancé un vaste programme de remblayage à 7 endroits dans les îles Spratleys, situées au cœur de la mer de Chine méridionale. C'est la zone la plus disputée, car elle est également revendiquée par les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et même Taïwan, dont les revendications reflètent celles de la Chine. Les décideurs à Pékin revendiquent les îles Spratleys pour leurs riches zones de pêche et leurs importantes réserves d'hydrocarbures. Il y a suffisamment de pétrole brut et de gaz naturel pour faire tourner les industries chinoises pour les décennies à venir. Ainsi, la Chine s'est mise au travail et, en 2016, elle avait déjà récupéré environ 3200 acres de terre sur cette récif des îles Spratly, qui étaient partiellement submergées. Cela a conduit à une hystérie politique dans la région, suivie de négociations difficiles entre Pékin et Washington, aboutissant à la fin du programme de remblayage. Cependant, cela n'a pas empêché la Chine d'installer des installations militaires sur les territoires déjà récupérés. Au fil des années, l'armée chinoise a installé d'importants systèmes navals, aériens et de missiles sur les 7 îles. Les détails exacts restent flous, mais on suppose que les îles Fiery Cross, Michif et Subi abritent désormais des systèmes de défense aérienne sophistiqués, ainsi que des casernes, des héliports, des pistes d'atterrissage et des hangars capables d'accueillir des dizaines d'avions de guerre. De plus, l'île de Fiery Cross possède un port en eau profonde où de grands navires peuvent accoster, et des ports similaires sont encore en construction à Subi et Michif. Chaque petite île possède des radars, des bunkers et des plateformes d'approvisionnement. Pris ensemble, ces îles agissent comme des porte-avions, projetant leur puissance sur toute la périphérie. Pour renforcer davantage sa revendication sur la zone, la garde côtière chinoise et la milice maritime utilisent nombre des navires non militaires, tels que des porte-conteneurs et des bateaux de pêche, pour harceler les navires étrangers sous le couvert d'un déni plausible. C'est une doctrine qui pousse les voisins à réfléchir à 2 fois
avant d'entrer dans les eaux revendiquées par la Chine, mais cette politique s'arrête avant de provoquer un conflit armé. Cela dit, la présence croissante de la Chine affecte également les puissances périphériques, notamment l'Inde, le Japon et l'Australie, qui tiennent toutes à sécuriser leur accès vers et depuis la mer de Chine méridionale. Le Japon en particulier a de véritables préoccupations dans la région. En tant que nation insulaire, avec peu de ressources naturelles, la ligne de vie de Tokyo passe par la mer de Chine méridionale. Ainsi, il est inévitable que le Japon sorte de son sommeil géopolitique et s'affirme à nouveau en Asie du Sud-Est. Pour Pékin, c'est une complication sérieuse, car contrairement à Washington qui est engagé à l'échelle mondiale, les Japonais se concentreront exclusivement sur leurs rivaux chinois. À environ 320 km au sud-est de l'île de Hainan se trouve une chaîne de récifs connue sous le nom des îles Paracels. Elle est disputée par la Chine, Taïwan et le Vietnam. Ici, les intérêts de Pékin sont plus évidents puisque les îles Paracels forment une couche défensive pour l'île de Hainan, qui abrite la flotte de sous-marins nucléaires chinois. Plus important encore, celui qui contrôle à la fois les îles Paracels et l'île de Hainan aura la capacité de paralyser le Vietnam en ciblant la chaîne annamite étroite qui divise effectivement le pays en deux. Pendant des siècles, le Vietnam a fait obstacle à la quête de la Chine pour l'hégémonie régionale. Si Pékin parvient à soumettre Hanoï en contrôlant les îles Paracels, alors la Chine aura remporté la bataille. Et c'est exactement ce que la Chine semble poursuivre. 8 des îles Paracels sont occupées par la Chine, avec la plus grande base militaire située sur l'île Woody, où environ 1400 militaires exploitent des installations radars, des batteries de missiles solaires et un aérodrome. De plus, l'île Woody sert de capitale administrative de la Chine pour l'ensemble des archipels revendiqués en mer de Chine méridionale, agissant comme un quartier général dans un point chaud géopolitique. Depuis 2016, la Chine cherche à normaliser sa présence sur l'île Woody, en assurant des vols civils quotidiens vers l'île, en promouvant des activités touristiques et même en organisant des mariages. En ajoutant un élément civil à l'île, Pékin espère présenter ce territoire comme une véritable île dotée de sa propre vie économique. L'objectif est d'obtenir une zone économique exclusive autour de l'île Woody, mais nous y reviendrons plus tard. Enfin, il y a le banc de Scarborough, une chaîne de rochers et de récifs submergés en forme de triangle. En raison de sa proximité, il était administré par les Philippines, jusqu'à la prise de contrôle forcée par la Chine en 2012. Depuis cet affrontement, le banc de Scarborough est devenu un point de discorde entre Pékin et Manille. Au départ, les décideurs philippins s'attendaient à ce que leurs homologues américains défendent le territoire, comme l'exigeait le traité de défense entre les Philippines et les États-Unis. Cependant, l'administration Obama a discrètement refusé de confronter la Chine au sujet de son occupation du banc de Scarborough et a choisi de protester verbalement à la place. Imaginez si l'armée russe violait et occupait un site stratégique dans les pays baltes et que l'OTAN ne réagissait que par une protestation verbale. Ce type de situation est arrivé aux Philippines. Il est incompréhensible qu'après ces événements, les relations entre Manille et Washington se soient considérablement détériorées et que la direction philippine se soit tournée vers la Chine pour établir une nouvelle entente. La Chine a obtenu tous les droits d'extraction des ressources. La Chine a obtenu tous les droits de pêche et a signé des dizaines d'accords promettant des investissements dans les infrastructures aux Philippines. Mais jusqu'à ce jour, Pékin ne maintient aucune installation militaire sur le banc de Scarborough. Le problème, c'est que la chaîne de récifs se trouve à environ 350 km de la capitale philippine. Une installation militaire chinoise sur le banc de Scarborough menacerait Manille et provoquerait une réaction extrêmement dure des Philippines, poussant probablement même les Philippines à se rapprocher des États-Unis. Pour la Chine, sa présence sur le banc de Scarborough vise avant tout à sécuriser l'accès au Pacifique. Vous voyez, une série de petites îles entoure la limite orientale de la mer de Chine méridionale, s'étendant du Japon jusqu'à l'Indonésie. Elle est surnommée la première chaîne d'îles, et pour la traverser, les navires chinois doivent passer par des points d'étranglement vulnérables à une interception terrestre, aérienne ou maritime. Pour les responsables militaires chinois, le contrôle de la première chaîne d'îles est une nécessité si le pays veut disposer d'options préventives en temps de conflit.
La ligne controversée en 9 traits est vaguement basée sur la première chaîne d'îles et illustre ainsi son importance stratégique historique. Les Philippines sont le seul État le long des chaînes d'îles qui soit suffisamment faible pour être subjugué ou contraint à un accord politique. Ainsi, la Chine utilise sa présence sur le banc de Scarborough pour influencer subtilement le comportement des Philippines et garantir son accès au Pacifique. Mais selon toute vraisemblance, la chaîne de récifs restera une zone démilitarisée pour un avenir prévisible. Bien sûr, ce ne pouvait pas être aussi simple. Malgré l'accord informel, le gouvernement philippin a porté l'État chinois devant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye en 2016, qui fournit des services pour résoudre les différends dans les traités internationaux entre pays. Au cours de la procédure devant le tribunal, la Cour s'est référée à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour la définition d'une île. Selon l'article 121 de la Convention, une île est une zone de terre formée naturellement, entourée d'eau, qui se trouve au-dessus de l'eau à marée haute. De plus, une île doit pouvoir permettre l'habitation humaine, ou une vie économique. Les avocats chinois ont cité l'île Woody et les 1400 militaires qui y résident, comme preuve d'habitation humaine et d'activité économique. Cependant, la Cour a jugé que les activités économiques et humaines étaient maintenues grâce à l'approvisionnement continu en provenance de l'extérieur. En conséquence, les 7 possessions chinoises dans les îles Spratleys n'ont pas satisfait aux exigences légales d'une île. Au lieu de cela, ces territoires ont été considérés soit comme des rochers, soit comme des hauts fonds découvrants. Cela a des implications juridiques profondes, car les rochers et les hauts fonds découvrants confèrent un ensemble de droits différents de celui des îles. La différence juridique la plus importante est que seule une île bénéficie d'une zone économique exclusive qui s'étend sur 370 km au-delà de la zone territoriale et contiguë en mer. Dans cette zone, l'État a un contrôle total sur les ressources économiques, telles que la pêche, l'exploitation minière et l'exploration pétrolière, tandis que la liberté de navigation reste en vigueur. La Chine défie la décision de La Haye et affirme que ses possessions en mer de Chine méridionale sont des îles, leur accordant ainsi une mer territoriale complète de 22 km et une zone économique exclusive de 370 km. Et c'est là que les États-Unis entrent en jeu. Pour la marine américaine, la liberté de navigation, légalement appelée passage inoffensif, est liée à la capacité de l'Amérique à projeter sa puissance à l'étranger. Près de 40% du commerce total de la Chine transite par la mer de Chine méridionale, y compris la majorité de ses importations d'énergie. D'un simple geste, la marine américaine peut imposer ses conditions aux navires chinois naviguant dans la région. Avec le temps, une telle imposition paralyserait l'économie chinoise et déclencherait des troubles sociaux dans tout le pays. Cet acte nuirait aussi évidemment à l'économie mondiale. C'est donc une politique de dissuasion qui nuit à la fois à l'attaquant et au défenseur. Cependant, cette politique ne peut fonctionner que tant que la liberté de navigation reste en vigueur en mer de Chine méridionale. Sans la liberté de navigation, les législateurs américains devraient réécrire l'équilibre géopolitique avec la Chine. Dans ce contexte, la marine américaine défend ses intérêts en menant des opérations pour la liberté de navigation. Ce sont des manœuvres navales qui établissent des précédents juridiques et renforcent ou contestent les revendications maritimes. Le droit de la mer définit le passage inoffensif comme le transit d'un navire de guerre d'un pays à travers les eaux territoriales d'un autre, à condition que le navire en transit s'abstienne de toute activité de recherche militaire, de surveillance et de relevé. Le navire en transit est également tenu de se déplacer de manière continue et rapide à travers les eaux territoriales. Ainsi, ce que la marine américaine fait depuis quelques années en mer de Chine méridionale, c'est de faire naviguer ses navires en zigzag à travers les eaux des îles Spratly. En naviguant en formation en zigzag, plutôt que de manière continue et rapide comme l'exige le passage inoffensif, les Américains font savoir qu'ils ne reconnaissent pas les eaux autour des îles Spratleys comme une zone économique exclusive appartenant à Pékin. Pendant ce temps, la marine chinoise réagit en filant les navires américains, exigeant qu'ils quittent la zone économique exclusive de la Chine, afin d'établir leur propre précédent.
Ce jeu du chat et de la souris dure depuis des années, mais il révèle aussi l'ironie des grandes puissances. Les États-Unis ne sont pas signataires de la Convention sur le droit de la mer, mais ils cherchent à faire respecter les réglementations internationales par tous les autres. Simultanément, la Chine reconnaît le traité, mais viole ouvertement les règles. Cela montre bien qu'en géopolitique, les puissants peuvent plier et enfreindre les règles. Certains décideurs soutiennent qu'il y a de bonnes raisons de briser les normes, car beaucoup de choses dépendent du résultat. En tant que puissance navale mondiale, l'Amérique a la capacité, sinon l'intention, de freiner la croissance de la Chine. Il est logique que Pékin se sente exposé et vulnérable, c'est pourquoi il étend sa présence militaire en mer de Chine méridionale. Pendant ce temps, les États-Unis cherchent à rétablir le statu quo alors qu'ils se sentent de plus en plus menacés par la montée en puissance de la Chine. Cependant, le temps avantage la Chine. À mesure que la technologie militaire progresse et que les capacités de missiles s'améliorent, il deviendra de plus en plus difficile de déloger les Chinois de la région. Cela permettra à Pékin de prendre de nouvelles positions pour contourner l'influence de la marine américaine. Selon cette prévision, certains responsables américains soutiennent qu'il est dans l'intérêt de Washington d'agir plus tôt que tard. Cela signifie recourir à la force physique. En fin de compte, ce schéma mortel est l'histoire d'une puissance montante cherchant à éclipser celle qui domine. La Chine incarne une Athènes montante, tandis que l'Amérique représente une Sparte qui cherche à maintenir sa domination. Une danse connue sous le nom de piège de Thucydide. La seule façon d'échapper à ce piège est que les deux parties fassent un pas en arrière et redéfinissent leurs relations. Pour approfondir la politique de puissance entre Washington et Pékin, lisez Destined for War de Graham Allison. Le lien d'affiliation sera en description. Le livre couvre 500 ans d'histoire où les grandes puissances ont cherché à se renverser les unes les autres. Toutes des leçons inestimables pour comprendre la géopolitique de la mer de Chine méridionale.